Donc bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre organisée par Arte Campus et l'École nationale supérieure d'architecture de Rouen, de Normandie, où nous sommes aujourd'hui dans une salle très remplie. Donc merci à tous d'être là. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent à distance, étudiants, enseignants, via le live. Et vous pourrez poser vos questions sans problème via le chat et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure de la rencontre. Donc, il y a un thème commun aujourd'hui qui nous relie et qui nous anime, qui est un vaste thème qui s'appelle l'Anthropocène. Donc, on aura le temps ensemble de le définir, d'y revenir, de voir tout ce qu'on y met et comment il raconte plus que jamais notre époque. Et ça, on va le faire grâce à Jean-Robert Vialet, qui est avec nous. Donc, vous êtes journaliste, auteur et réalisateur de documentaires. Vous avez réalisé de nombreux films, obtenu le prix Albert Londres en 2010, entre autres grandes récompenses pour votre travail. Moi, je vais juste vous dire qui je suis aussi, mais bien sûr, notre rencontre, c'est l'objet d'une discussion, surtout avec Jean-Robert. Moi, je suis journaliste et réalisatrice, et je travaille régulièrement pour le journal Le Monde, et j'ai aussi réalisé des séries documentaires pour Arte. Voilà. Alors, Jean-Robert, aujourd'hui, nous allons principalement parler de deux de vos films, surtout L'homme qui a mangé la terre, qui est sorti en 2019, si je me trompe, vous rectifiez, et La mise à mort du travail, qui lui est sorti en 2009. C'était une série documentaire, une trilogie, avec 3 thèmes, la destruction, l'aliénation, et la dépossession. Mais principalement, le sujet d'aujourd'hui, c'est le film L'homme qui a mangé la terre, et on va vous montrer d'ailleurs des extraits parce que je ne suis pas sûre que tout le monde dans la salle ait vu le film précédemment, et on essaiera effectivement de raconter le propos du film et que ce soit évidemment compréhensible même si vous n'avez pas vu les 2 films. Peut-être que en entrée de discussion, pour qu'on se mette tous un petit peu à la même étape, ce serait pas mal de commencer par une définition de l'Anthropocène, ce mot qui est arrivé dans nos vies. Qu'est-ce qu'il recouvre, Jean-Robert ? Alors, vous m'entendez là ? Oui, ça va. Donc l'Anthropocène, c'est un mot qui est apparu il y a une vingtaine d'années dans la bouche d'un physicien qui s'appelle Paul Crutzen, et qui, dans une conférence scientifique, à un moment donné, s'exclame en disant nous sommes sortis de l'Holocène, nous sommes désormais dans l'Anthropocène. Anthropocène, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez un peu travaillé sur la question, donc je ne vais pas vous refaire toute la complexité du mot, mais en tout cas, cette question, ça a commencé à se poser il y a une vingtaine d'années, et toute la communauté scientifique, alors les sciences humaines, les géologues, les stratigraphes, avec ça, ont commencé à réfléchir à cette question. Est-ce qu'effectivement, avec nos activités, avec le comportement, les productions humaines, les transformations humaines de la nature, est-ce qu'on serait rentré dans une période où l'espèce vivante la plus tellurique de toutes serait effectivement l'homme, l'humanité, qui laisserait une trace plus importante que tout autre organisme ou équilibre géologique. Donc, c'est une histoire qui est encore une grande discussion, parce que les géographes et les stratigraphes sont ceux qui doivent décider si on a changé l'époque géologique ou pas, parce qu'il s'agit d'un éventuel changement d'époque géologique. La dernière fois qu'on a changé d'époque géologique, c'était l'Holocène, c'était il y a 12 000 ans. Voilà. Donc là, c'est très compliqué. Il y a eu je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais il y a eu récemment des recherches. La Société internationale de géologie et de stratigraphie a décidé de voir si on pouvait définir un endroit qui serait le marqueur de l'Anthropocène et qui prouverait qu'on est rentré dans une nouvelle période géologique. Pendant 4 ans, ils ont réfléchi à ça. Ils ont étudié plusieurs endroits dans le monde dans lesquels on pouvait trouver des traces de plastique, de pétrole, de radioactivité, de je ne sais quoi. Enfin, toutes traces que peuvent laisser l'homme, que peuvent laisser les hommes et l'espèce humaine et son industrie. Mais finalement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord parce que, globalement, pour simplifier, les géographes et les stratigraphes se sont dit non, mais c'est quand même compliqué, on ne peut pas décider comme ça aussi vite d'un changement d'époque géologique, dans la mesure où une époque géologique, c'est des dizaines de milliers d'années éventuellement. Et donc voilà. Donc personne ne s'est entendu sur la réalité ou pas. En tout cas, ça n'a pas été validé.
la lecture dans les strates géologiques d'une nouvelle période. Néanmoins, le concept d'anthropocène, on va dire une très grosse partie de la science, mais aussi donc beaucoup dans les sciences sociales, mais aussi une grande partie de la société civile s'en est saisie, les ONG, des artistes, beaucoup de monde s'est saisi de ce mot-là en se disant effectivement qu'est-ce qu'on fait à la planète aujourd'hui et quelle est la trace qu'on laisse. Alors je vais vous prendre un petit pour mieux vous définir ce que ça pourrait être l'anthropocène, je vais vous prendre un petit exemple qui pour moi est un des plus parlants. Si on prend tous les équilibres telluriques terrestres, les eaux... Alors non, pardon, je vais le raconter dans l'autre sens. Chaque année, l'être humain transporte plus de sédiments, c'est-à-dire sable, gravier, cailloux, ça va parler à des étudiants d'architecture, hein, enfin toutes les matières qu'on va prendre dans la nature pour nos constructions, nos routes, nos ponts, nos immeubles, nos bétons, etc., etc. Chaque année, l'être humain transporte désormais plus de sédiments que l'ensemble des forces telluriques du globe, eau, rivière, mer, océan, vent, tempête, etc. Donc aujourd'hui, si on regarde la manière dont on transforme la surface de la planète à travers le transport qu'on fait des sédiments, on se rend compte que la trace qu'on laisse, elle est plus importante que tous les équilibres terrestres naturels qui nous précèdent. Donc ça, par exemple, c'est un excellent exemple. Je trouve que c'est un des exemples les plus parlants de ce que ça peut vouloir dire l'anthropocène. Néanmoins, votre professeur, je sais, vous en a parlé, l'anthropocène, c'est une question qui est plus large, parce que ça pose une responsabilité sur notre impact sur la planète, qui serait une responsabilité collective, globale, la responsabilité de l'entièreté de l'humanité. La vraie question qui se pose, et c'est exactement pour ces raisons-là que j'ai fait le film sur lequel une partie d'entre vous avez travaillé, c'est que cette histoire-là est discutable. Est-ce que c'est vraiment toute l'humanité qui a eu des effets, qui laisse une trace sur la surface de la planète aussi importante, ou est-ce que c'est une petite partie de l'humanité, peut-être par exemple, prenons les 500 millions d'habitants les plus riches de la planète, qui sont au fond les plus gros pollueurs, les plus gros consommateurs, et dont nous faisons partie bien sûr. Parce qu'effectivement, Jean-Robert, quand vous parlez de traces, on est d'accord que c'est derrière, au sens altération profonde des écosystèmes. C'est en ça où le mot impact aussi. Voilà. Pourquoi ce terme-là, qui a l'air effectivement de bien recouvrir cette réalité qu'on commence à percevoir avec les exemples que vous venez de nous donner, est aussi un petit peu remis en cause par certains. D'autres, en tout cas, lui préféreraient un terme encore moins anodin, qui est celui de capitalocène. Voilà. Quel jeu se joue entre ces deux termes ? Il y a une école de pensée, effectivement, qui est un peu plus radicale, sans doute plus réaliste, de mon point de vue, qui parle, effectivement, pas d'anthropocène, mais de capitalocène, pour les raisons que j'évoquais, que je commençais à évoquer juste précédemment, qui est, effectivement, qui sont ceux qui sont responsables des transformations et des impacts sur la planète. Dans quel endroit du monde se sont développés depuis le début du 18e, depuis la première révolution du 19e, depuis la première révolution industrielle, où se sont développés les forces industrielles, les grands pouvoirs et les grandes forces industrielles, dans quelle région du monde vous connaissez l'histoire, vous avez un peu étudié la révolution industrielle. Je vous prends un autre exemple, un autre chiffre par exemple. Si on prend les pollutions les émissions de CO2 seulement. La moitié des émissions de CO2 entre 1800 et 1980, donc 1980 j'étais déjà né moi, pas vous, mais moi j'étais déjà né. Donc, pendant les 180 premières années de capitalisme industriel, la moitié des émissions de CO2 mondiales sont l'effet de deux nations. L'Angleterre, impérialisme du 19e siècle, et les États-Unis, impérialisme du 20e siècle. Alors évidemment, maintenant, à partir des années 80, l'histoire s'écrit différemment. Vous avez les grandes nations, vous avez les grandes nations comme la Chine, avec une grande quantité de population, l'Inde également, le Brésil également. Donc vous avez d'autres endroits qui sont devenus des très grands pollueurs. Aujourd'hui, la Chine est devenue le plus grand émetteur de CO2. Mais si on regarde les émissions cumulées sur les temps, sur l'époque de l'industrie, surtout sur l'époque du carbone,
l'époque où on va commencer à utiliser le charbon du pays de Galles en Angleterre pour faire tourner les filatures, les machines à vapeur, etc. etc. Et puis ensuite l'époque du pétrole, fin du 19e, début du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, impérialisme américain, effectivement la moitié des pollutions sont le fait de 2 nations seulement. Donc ça dit par exemple ça aussi à quel point le capitalisme et la destruction de la planète, telle qu'on l'observe aujourd'hui, sont 2 choses qui sont extraordinairement liées, d'où le concept qui est né dans la bouche, je crois, d'Andreas Malm, Émor, ouais, voilà, qui est le terme de capitalocène. Alors quand on se retrouve face au début en fait d'une nouvelle ère géologique, comment, quand on est réalisateur, quand on est journaliste, on se dit je vais mettre en récit cette ère géologique? C'est tellement vaste. Donc comment on fait des choix et comment on arrive à raconter ça? C'est vrai que quand on fait des documentaires comme nous en faisons, moi un film, un documentaire, quand je commence à travailler sur quelque chose, c'est pas forcément un sujet sur lequel je suis très savant. C'est surtout un sujet ou une histoire ou un fait ou quelque chose qui fait que ça me réveille et je me dis mais il y a quelque chose que je voudrais comprendre et comment comprendre ça et je vais faire mon chemin de réalisateur ça va être d'essayer de commencer à travailler sur une histoire, là en l'occurrence l'Anthropocène au départ, trouver un chemin de récit, éventuellement m'appuyer, et là c'est tout à fait le cas mais je vais vous en parler, sur des ouvrages, sur des travaux de recherche, sur des choses qui ont été écrites, documentées, réfléchies longuement, etc. Mais en tout cas le chemin pour moi c'est un chemin d'abord on va dire d'enquête personnelle, de compréhension et le film en soi ça n'est qu'une restitution des choses que j'ai compris pour essayer de résumer la démarche que j'ai eue. Donc moi un jour tout simplement je tombe je m'intéresse un peu à cette histoire d'Anthropocène parce que je commence à en entendre parler autour de un peu partout autour de moi dans des discussions avec des amis universitaires, etc., ou même avec des amis artistes, et je me dis mais tiens, c'est quand même vachement intéressant cette notion-là d'Anthropocène et tout ça. Et je tombe sur un bouquin qui s'appelle L'événement Anthropocène, de 2 historiens des sciences, qui s'appellent Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil, qui sont deux historiens des sciences CNRS. Et je lis ce bouquin. Et je lis ce livre qui est un bouquin de chercheur, absolument passionnant. Je le recommande à tous ceux qui aiment lire des bouquins chiants, mais passionnants. Peuvent éventuellement essayer de lire ce livre. Non, c'est vraiment absolument passionnant. Et donc je rentre dans ce livre et je me dis c'est extraordinairement intéressant. Il faut que j'adapte, il faut que il faut que j'essaye d'en faire un film. Voilà. Et donc eux, ils travaillent comme des chercheurs, ils travaillent plutôt de manière thématique. Donc le bouquin c'est pas une chronologie, c'est pas un récit, c'est pas une narration avec du temps, des personnages, etc. C'est un bouquin de recherche, quoi. Donc moi la première chose que je fais, je prends ce livre et je me dis bon bah ce qu'ils ont mis dans le désordre pour réussir à manier à déployer les concepts qui sont très forts, les concepts qu'ils développent, de brutalisation de la terre, de capitalocène, etc., etc. Je me dis bon il faut que je remette l'histoire dans l'ordre déjà. Donc je reprends le bouquin et je refais une chronologie de tout ce qui me semble vraiment incroyablement étonnant, surprenant dans le livre, et je refais toute une chronologie historique comme ça. Et ensuite, je me dis, moi, mon travail, c'est un travail de narration quand même. C'est un travail de cinéaste, donc il faut que je réussisse à aller encore trouver le langage qui soit un langage pour que ça, parce que tout bouquin, tout livre, ou toute notion conceptuelle n'est pas super simple et éventuellement n'est pas forcément traduisible telle qu'elle en film. C'est 2 objets de narration différents. Donc la deuxième chose que je fais, c'est qu'une fois que j'ai remis dans l'ordre tout ce qui m'intéresse, c'est que je me dis, il faut que je fasse rentrer dans l'histoire, il faut que j'incarne un peu cette histoire, il faut que je fasse rentrer des personnages dans l'histoire. Des personnages qui ne sont pas les seuls responsables de toute cette histoire, mais qui sont des personnages qui sont symboliquement importants dans l'histoire que je commence à raconter. Et en fait, petit à petit, je me rends compte qu'en faisant ça, ce que je suis en train de faire, ça pourrait se résumer de manière en langage simple, en langage hors université, on va dire, hors du livre de Jean-Baptiste
et de Christophe, je me dis au fond ce que j'essaie de raconter, c'est une autre histoire du capitalisme industriel, d'une certaine manière une histoire du capitalisme industriel comme on ne l'a pas raconté à l'école. Voilà. Donc en prenant au fond histoire du capitalisme industriel sous le prisme environnemental. Qu'est-ce qui s'est passé en 200 ans d'histoire pour qu'on en soit arrivé là où on en est aujourd'hui? Voilà. Et c'est comme ça petit à petit que ça progresse. Bon, tout ce travail-là, ça prend... Combien de temps? Ça m'a pris entre 6... Ouais, plus de 6 mois. Plus de 6 mois d'écriture, de travail uniquement là-dessus. Hein, parce que c'est pas en plus l'adaptation, c'est l'adaptation... Enfin, je veux dire, le livre de Jean-Baptiste et Christophe, c'est vraiment le travail de base, mais ensuite, je suis obligé d'aller chercher dans plein d'autres choses, dans plein d'autres écrits, éventuellement dans les films. En même temps que je commence à écrire, je me dis, mais il faut que j'arrive à mettre ça en corrélation avec des archives, parce que ça va se raconter comment on travaille là-dessus, etc. Donc je commence à travailler avec une recherchiste image qui a fait toute la recherche d'archives après du film. Mais on commence à travailler sur les archives, aller dans les fonds d'archives, dans les fonds... Alors les fonds d'archives, c'est un monde immense, extrêmement, éparpillé, parce qu'il y a des grands fonds d'archives qu'on connaît, Pathé Gaumont, l'INA en France, des choses comme ça, la NARA aux États-Unis, ça. Mais il y a aujourd'hui des fonds d'archives, par exemple dans toutes les universités américaines, tout progressivement se numérise. Et des images qui étaient encore inconnues, parfois là par exemple dernièrement je fais une petite digression, mais par exemple ma documentaliste là, récemment elle cherchait des images des Black Panthers, elle est retombée, on pensait qu'on connaissait toutes les images tournées sur les Black Panthers, qui avaient déjà été toutes utilisées tout le temps, à de multiples reprises, pardon, et là elle est retombée sur des images inconnues des Black Panthers qui venaient d'être données à une université américaine et qui venaient d'être numérisées, qui étaient dans le fond de cette université, et qui dormaient là tranquillement depuis 2-3 ans, mais que finalement personne n'était allé chercher parce que c'est pas un fonds sur les Black Panthers précisément là-dessus. Donc voilà, bon, les archives, et donc nous par contre on a commencé à mettre en rapport les archives, ce qu'on trouvait sur les notions qu'on développait dans le film, pour essayer de trouver un chemin de narration. Et là, la troisième chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, ben, en fait, je ne vais pas continuer à travailler tout seul, je vais proposer à Jean-Baptiste Fressoz, à Christophe Bonneuil, de venir travailler avec moi, justement sur ces archives, pour essayer de, après leur livre, à partir de nous, des matériaux qu'on trouve, qu'on est capable de trouver, nous, en recherche d'images, continuer à travailler l'écriture, etc. Et donc on a cheminé comme ça ensemble pour finalement arriver à la forme au départ écrite, pas encore montée, qui va donner le film que vous avez vu. Parce qu'effectivement, pour les films, il faut montrer, il faut voir. C'est pas comme un bouquin de scientifique au départ. Ouais. Bah, les films, ce qui est compliqué, le chemin d'un film, c'est que d'abord un film c'est linéaire. Un livre, vous pouvez vous arrêter. Reprendre le lendemain, vous pouvez revenir en arrière sur le chapitre précédent parce que vous n'avez pas bien enregistré. Le film, ça, à la fois la vulgarisation et l'exigence du film, les deux à la fois, c'est deux processus qui vont en même temps. C'est qu'il s'agit quand même de trouver une narration, que le film, quand il commence, si possible, il faut réussir à le rendre suffisamment intéressant à regarder et suffisamment séduisant, surtout quand on fait des films très comme ça à thèse, pour que la personne, les spectateurs qui est devant se découragent pas et se disent bon ouais c'est pas très intéressant, et puis il faut faire fonctionner les images, les sons, le texte, plein de choses qui doivent fonctionner en dynamique en même temps et trouver un chemin et une narration, tout en étant sur des films comme ça extrêmement rigoureux, c'est très important, extrêmement rigoureux sur ce que le film raconte. Sachant qu'un film, c'est 1h30. Un livre, le livre d'origine, ça prend... à lire, ça va vous prendre... si vous le lisez, si vous passez la journée à lire, entière, ça va vous prendre 3 jours au moins. Donc un film, c'est une concentration de quelque chose. Mais dans un film, il y a plein de niveaux de narration. Il y a les niveaux de narration, on va dire, émergés. La voix off, les interviews, quand il y a des interviews, les images, bien sûr, les sons. Et puis il y a tous les niveaux de narration immergés, qui sont les sous-couches de narration, qui sont des choses qui ne sont pas forcément dites immédiatement, mais qui vont faire appel à des processus
que le spectateur va déployer tout seul, en faisant des rapports avec sa propre vie, avec des choses qu'il connaît, avec des choses qu'il a entendues, avec des choses qui lui sont déjà familières, etc. Donc, quand on travaille à un montage et un film comme ça, réalisateurs, réalisatrices, on réfléchit à tout ça en même temps. C'est pour ça qu'un montage, c'est très très long. Jusqu'à trouver un titre très explicite et qui donne envie, je crois. L'homme a mangé la terre, c'est très attractif. Alors le titre, justement, on s'est posé beaucoup de questions quand on s'est posé plein de questions quand on a pensé ce titre, parce que typiquement le titre nous emmène sur, par rapport à l'Anthropocène et par rapport à ce que je vous ai dit justement, le titre nous emmène sur une fausse piste. Parce que l'homme a mangé la terre, ça dit bien l'Anthropocène, c'est-à-dire ça dit toute l'humanité a participé à ça, à manger la terre. Donc, ce qui est, de mon point de vue, en tout cas, et c'est ce que démontre le film, une généralisation un peu outrancière, alors qu'on aurait dû dire une petite partie de l'humanité a mangé la terre. Certains hommes ont mangé la terre. Ou certains hommes ont mangé la terre, mais ça fait pas titre. Donc on a décidé qu'on laissait ce titre générique et que le film se chargeait d'expliquer justement à quel point les destructions, les pollutions, la consommation de la planète par les êtres humains est le fait de zones, de moments de l'histoire, de zones, de personnages, d'intérêts privés, etc. Voilà. Merci beaucoup. Donc ça, c'était l'idée d'introduire, d'expliquer le sujet et aussi le travail de Jean-Robert. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus précisément dans certaines séquences du film qu'on voulait vous remontrer, notamment pour certains qui n'ont pas vu le film, et vous permettre aussi de réagir dessus, parce qu'on ne va pas passer 1h30 à discuter juste. Voilà, Jean-Robert et moi. Donc vraiment, n'hésitez pas derrière, on va vous laisser le temps de réagir sur les extraits. Et donc on va vous montrer un premier extrait qui traite de la question de l'abandon des tramways. En 1918, l'Amérique s'affirme comme la nouvelle grande puissance mondiale et swing au son du jazz des clubs de Chicago et de New York. Au pied des buildings, alors que les citoyens avaient l'habitude de se déplacer en tramway, on commence à rouler dans les Ford assemblés dans les usines de Détroit. À un rythme métronomique, les derricks aspirent leur noir pour irriguer le monde industriel. Plus que tout autre objet inventé par les hommes, l'automobile devient le symbole de la modernité. Dans un premier temps, la voiture ne profite qu'à une frange étroite de la population, des bourgeois amateurs de sensations fortes. Elle constitue une nouvelle nuisance et un nouveau danger pour la population. De Londres à New York, de Paris à Berlin, les éditorialistes proposent de la bannir de l'espace urbain ou au moins de réduire sévèrement sa vitesse à quelques kilomètres par heure. On la dénonce comme une arme dangereuse, comme l'écraseuse. L'automobile impose dans la ville une nouvelle discipline et rend impossible les jeux d'enfants dans l'espace public. En 1921, à Pittsburgh, une marche silencieuse réunit plus de 5000 personnes en hommage aux 221 enfants écrasés cette année-là. L'année suivante, la ville de Baltimore inaugure un monument à la mémoire des enfants qui ont succombé. La colère et les larmes accompagnent le développement de la voiture. Et le lobby automobile fait entendre aux piétons que la rue ne leur appartient plus. Please, lady.
Always look at the traffic signal before you step from the curb. Passage piéton, feu rouge, goudronnage, voie rapide, rond-point, parking transforment progressivement la physionomie des villes pour les adapter aux écraseuses. En 1922, tandis qu'une procession de 10 000 enfants remonte les rues de New York pour prévenir des dangers de l'automobile, un homme puissant, Albert P. Sloan, patron de General Motors, crée un groupe de travail. La mission de ce groupe, échafauder une stratégie pour remplacer les tramways électriques par les autobus et les voitures individuelles. Le cœur du business de General Motors. À ce moment-là, aux États-Unis, 1200 sociétés de transport font circuler leurs tramways sur plus de 40 000 km de voies. 300 000 personnes travaillent pour ces petites et moyennes compagnies privées. Des millions de voyageurs empruntent ces tramways chaque jour. Sloan est un entrepreneur. Il voit grand. Il veut se tailler une part du marché. Mais en octobre 29, le krach boursier fait trembler l'Amérique. Les spéculateurs ont trop spéculé. Le peuple va avoir faim. Les ouvriers et les classes moyennes vont connaître le chômage. Les industriels et les banquiers qui depuis des décennies enregistraient des bénéfices records sont violemment touchés. Les grands noms, Merrill, J.P. Morgan, Goldman Sachs, constatent l'abyssal effondrement de leurs avoirs. La famille Rockefeller voit son patrimoine fondre comme neige au soleil. Winston Churchill perd 500 000 $. Même Groucho Marx perd 240 000 $ dans la crise. La production de pétrole, de charbon, d'automobiles diminue drastiquement. En moins de 3 ans, General Motors, toujours dirigé par Sloan, voit son action perdre les 3/4 de sa valeur. Les industriels, les hommes d'affaires vont devoir se refaire. Sloan a toujours ses satanés tramways en tête. Et là, prises dans la Grande Dépression, les sociétés de tramway sont elles aussi fragilisées. Nous sommes au milieu des années 30. Pour Sloan, c'est le moment de passer à l'action. La suite de l'histoire est consignée dans un rapport de 100 pages rédigé pour le compte du Sénat américain par Bradford Snell, un procureur spécialiste des lois antitrust. Autour de General Motors, Sloan réunit ses amis. Standard Oil, les Rockefeller donc, Phillips Petroleum et Firestone, un industriel de l'automobile, 2 dealers du pétrole et le premier grand industriel du pneu. Ensemble, ils entrent au capital d'une sombre compagnie de transport, la National City Lines. Ils en prennent le contrôle et créent une myriade de filiales. Ils achètent alors les entreprises de tramway dans près de 45 villes américaines. Des petites villes et d'autres aussi importantes que Détroit, New York, Oakland, Philadelphie, Chicago, Saint-Louis, Los Angeles. Quand les municipalités ne veulent pas vendre, les hommes d'affaires n'hésitent pas à utiliser la corruption d'élus et de hauts fonctionnaires et, si besoin, les services de la pègre locale. En 10 ans, les industriels démantèlent des dizaines de milliers de kilomètres de tramways électriques pour les remplacer par des bus à essence, créant ainsi de nouveaux débouchés pour leur propre marché. L'industrie automobile et l'industrie pétrolière. La fin des tramways américains n'est pas un détail de l'histoire, c'est un marqueur.
un symbole d'une pensée univoque du progrès. L'Amérique, comme les autres pays industriels qui vont aussi démanteler leur propre réseau, le font au détriment d'un transport collectif moins encombrant, moins polluant. Les affaires sont les affaires. Alors, dans cet extrait, qui, j'espère, vous parle au visionnage, on voit effectivement la fin des tramways américains au profit de la voiture, et c'est d'autant plus étonnant qu'aujourd'hui, nous, on assiste à un retour des tramways dans certaines villes de France. Absolument. Donc moi j'habite à Marseille. On avait jusqu'à dans les années 50 250 km de tramway à Marseille qui distribuaient la ville, mais toute la région alentour, Aix-en-Provence, Aubagne, etc., etc. Et ces tramways, de la même manière, un peu plus tard qu'aux États-Unis, mais c'est exactement les mêmes phénomènes. À un moment donné, on s'est dit, il faut laisser la place à la voiture parce que le grand marché automobile est important. Donc on a démantelé tous les tramways de Marseille. On a vendu les rails, le métal en Égypte. Ils ont vendu les wagons, je crois, en Tunisie. Et on a réinstallé la voiture. Aujourd'hui, dans Marseille, on commence à relancer des programmes de construction de tramway parce qu'on se rend compte que finalement, c'est un moyen de transport qui est plus écologique, plus évident, plus collectif, moins polluant, enfin, qui a tous les avantages et qui est assez simple en plus à mettre en place, contrairement par exemple au métro. Mais ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est l'enchaînement de ces trois choses, c'est-à-dire l'arrivée de la voiture de l'automobile dans les villes, qui n'est pas du tout une évidence. Là, je parle un peu des manifestations, des réactions des citoyens américains dans les villes, à Baltimore, à New York, etc., sur l'automobile. Mais en fait, en Europe, il se passe la même chose. En Suisse, il y a des référendums parce que c'est pas du tout normal, c'est pas du tout naturel. Quand la voiture arrive, c'est un objet qui est extrêmement agressif. Effectivement, les gens vivent dans la rue, les rues sont vraiment pour les piétons, alors il y a quand même les chevaux, je sais pas comment on appelle ça, les carrioles, il y a des moyens de transport à roues quand même déjà dans nos villes. Mais en tout cas, on n'est pas du tout sur la voiture. Et c'est vraiment, il y a une organisation extrêmement agressive pour que la voiture s'installe dans une époque qui est une époque, au début de première, on va dire, première en fonction des régions du monde, mais première moitié du siècle, qui est la grande période de croissance de l'exploitation pétrolière. Donc c'est pas, d'une certaine manière, ce que je trouve intéressant aussi de dire, c'est que on nous dit, je fais une petite digression sur la question environnementale, on vous dit souvent, et vous entendez souvent, oui, mais il faut faire attention à nos comportements, nos comportements individuels en termes d'environnement. Comment je consomme, qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends l'avion, est-ce que je prends pas l'avion, est-ce que je prends la voiture, Et tout le monde industriel et productiviste qui produit et qui gagne de l'argent et qui accumule du capital grâce à leur production industrielle que nous achetons, nous disent, oui, mais nous faisons que répondre à la demande. Nous ne produisons pas, c'est pas nous qui voulons produire du pétrole et des automobiles. Nous produisons des automobiles parce que il y a une demande des gens de s'acheter des automobiles. Et là, on voit bien en fait que c'est une inversion de ce qui s'est réellement passé dans les processus historiques. Ce qui s'est passé dans les processus historiques, par exemple sur la voiture, c'est un très bon exemple, c'est que c'est pas les êtres humains que nous sommes n'ont pas appelé de tous leurs voeux la voiture comme moyen de transport absolument nécessaire et obligatoire. Ce sont les industriels qui nous ont, entre guillemets, convertis avec des programmes très agressifs et beaucoup de moyens, qui nous ont convertis à l'utilisation de l'automobile. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de prendre conscience de ça, parce qu'on peut regarder tous les processus de nos conseils. Ça veut pas dire, je dis pas ça pour nous déresponsabiliser complètement non plus, mais en tout cas, il est vraiment, c'est vraiment le discours dominant aujourd'hui est celui de la consommation par la demande. C'est-à-dire que c'est vraiment, nous serions, vous et moi, entièrement responsables des pollutions de cette planète-là. C'est ni nous qui avons accumulé le capital en masse, enfin je pense pas, il doit pas y en avoir beaucoup ici, ni nous qui avons décidé que l'avenir du monde devait s'organiser autour de l'automobile, par exemple, ou du pétrole encore, ou du charbon, ou du nucléaire. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment une notion importante. La deuxième chose sur cette séquence, parce que tout à l'heure, je vous parlais de la narration et de ce qu'on pouvait mettre dans un documentaire. Alors par exemple, il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément vu, mais je vais vous donner la petite clé de lecture dans cette séquence. C'est qu'au milieu de ce moment où l'industrie automobile se mobilise pour installer les voitures dans les villes et puis pour démanteler les tramways qui existent depuis un bon moment et qui transportent des millions de citoyens, il y a la crise de 29, qui est une crise, la crise de 29, qui est une crise de la spéculation. C'est les grandes entreprises, les grandes familles extrêmement riches qui spéculent, et c'est une crise de la spéculation. Donc c'est vraiment une crise qui n'est pas due à des problématiques autres que celle-ci. Donc les spéculateurs ont trop spéculé, quoi. Et là, l'Amérique se retrouve vraiment, et l'Europe occidentale se retrouve dans une situation difficile, très difficile. Et vous voyez, à un moment donné, ces gens, et ça c'est vraiment des processus de narration que je trouve vraiment intéressants en documentaire avec les archives, parce qu'on peut voir des choses sans forcément les expliquer, mais qui existent quand même dans le film et qui produisent du ressenti. Et alors en plus, si je peux, là je peux vous expliquer la scène, ça va vous éclairer encore plus. On voit, je raconte, je sais pas, General Motors, etc., les investisseurs, comment dire, les avoirs financiers des banques, JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs qui chutent de manière gigantesque à ce moment-là, en 29. Et je ne montre pas ça sur des images de la banque de JP Morgan, de la façade de JP Morgan à l'époque, ou de Goldman Sachs, qui sont encore les grandes banques dominantes aujourd'hui, hein, Merrill Lynch, Goldman Sachs, etc., qui sont encore parmi les plus grandes banques du monde. Alors, c'est pas JP Morgan, parce que je crois que c'est JP Morgan qui s'est effondré, qui a coulé dans les années 2000-2010, je ne sais plus très bien. Donc, en tout cas, ce que je montre, ce que j'utilise comme archive, c'est quelques archives des gens à la campagne qui ont des problématiques de survie alimentaire, quelques images, et puis surtout un concours, on voit des gens qui ont des dossards et qui dansent et qui s'effondrent. Et c'est là-dessus que je raconte l'effondrement des banques. Et vous voyez, là, c'est là que le documentaire, que les images, quand on utilise les images des sons, c'est extraordinaire. Ce qui se passe là, c'est des concours de danse qui sont organisés après la crise de 29, et qui sont des concours de danse où les gens vont venir danser, pas pour le plaisir de danser, mais parce que ce sont des concours qui sont rémunérés, et que les gens ont tellement de problèmes économiques et tellement de problèmes financiers pour se nourrir à ce moment-là, que les couples vont dans ces concours, qui deviennent une sorte d'arène, de spectacle, un peu comme de la tauromachie, mais en version être humain, quoi, avec des gens, avec un public qui peut venir assister à ça, etc. Et c'est donc des pauvres, ce sont donc des pauvres, qui viennent là pour essayer de gagner de quoi se nourrir dans les semaines qui vont suivre, et qui vont danser jusqu'à l'effondrement, jusqu'à l'épuisement. On voit les corps qui s'effondrent, etc. Il a été tiré un film extraordinaire de ça, alors je ne l'ai pas revu depuis longtemps, alors je ne sais pas si maintenant il est encore daté ou pas, qui s'appelle On achève bien les chevaux, un film de fiction, qui est tiré de cette histoire-là. Mais ça, ce sont les vraies images des concours de danse, pendant que les spéculateurs qui avaient spéculé réfléchissaient à comment reconstruire leur capital et comment ils allaient faire, et notamment par exemple pour ceux du secteur de l'automobile, grâce à la destruction des tramways, utilisés éventuellement par ces gens-là qui n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures. On a cette société, ce prolétariat qui danse, et qui danse jusqu'à l'épuisement, quasiment jusqu'à la mort symbolique. Voilà. Donc c'est pour vous dire que quand on raconte, arriver à un processus de récit comme ça, c'est des chemins, on emprunte des chemins qui sont des chemins tout à fait bizarres et tout à fait empiriques. Parce que je ne me suis pas dit, quand j'ai écrit le film, quand j'ai commencé à travailler avec Jean-Baptiste sur l'anthropocène, ça, je me suis pas dit, je vais mettre ces images du tout début des années 30, des concours de danse où les gens viennent danser jusqu'à épuisement, parce qu'ils dansent pendant 24 heures sans s'arrêter, hein, ou plus. Il y a des panneaux d'indication horaire. C'est en travaillant dans les archives, en replongeant comme un espèce de travail laboratoire, etc. Quand on commence à replonger dans les archives et qu'on cherche les archives de la crise de 29, juste pour évoquer la crise de 29 au départ, on tombe avec la documentaliste sur ces archives. Et là, moi, au même moment, je suis en train d'écrire sur la question de l'effondrement des banques, etc. Dans ce moment-là, et je me dis, mais il y a plein de choses résonnent. Qui dansent les classes populaires, qui sont obligées de venir danser, pas pour leur plaisir, là pour le coup, mais pour survivre. Qui a spéculé, qui a perdu l'argent, qui essaie de reconstituer son capital, c'est les spéculateurs, c'est les grandes entreprises et les grandes familles qui détiennent le capital. Et je me dis, tout ça raconte quelque chose au-delà même
de la petite histoire que je voulais raconter du départ, qui était l'histoire de l'installation de l'automobile dans la voiture et du démantèlement des tramways. Voilà. Donc c'était pour vous dire un peu comment un documentaire peut, si vous faites un peu attention, alors en plus le documentaire d'archives ça permet vraiment ça, si vous commencez à faire un peu attention, il y a plein de sous-textes partout dans les documentaires. Pour dire, je ne sais pas du tout téléphoner, mais on s'est arrêté, alors merci de nous donner la clé, mais on s'est arrêté sur cette séquence-là 2 fois. C'est-à-dire une première fois pour le texte, qu'est-ce qui se passe, et une deuxième fois, et les étudiants sont témoins, on a parlé de cette danse jusqu'à l'épuisement. Donc voilà, c'est des demi-clés qu'on avait quand même en regardant... Justement, ce serait intéressant de vous entendre sur cette séquence, si vous avez envie de... Qu'est-ce que ça vous évoque au regard de la séquence en elle-même et peut-être du décryptage que vient de faire Jean-Robert? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut prendre la parole? Ce serait chouette de vous entendre. On a prévu ces moments d'échange. Dites-nous, c'est toujours le plus dur, le premier, ou la première. Sinon, Karima va vous désigner. En tant qu'architecte aussi, peut-être la question du tramway tout court, c'est une question, ou en tout cas de l'aménagement urbain et des transports, ça peut aussi être quelque chose qui vous interpelle. Bon. Ah. Bravo à celui ou à celle qui a osé lever la main. Du coup, pour parler, donc nous on a étudié cette séquence-là sur les tramways, la disparition du tramway, et on avait surtout aussi souligné le fait que c'était un peu un certain marqueur quand on voit qu'aujourd'hui on a le retour du tramway et c'est une remise en question de tout, de tout ce qui a été mis en place, où on a repensé les infrastructures routières pour donner une place à la voiture, et aujourd'hui on remet en question cette place de la voiture, et c'est quelque chose qui nous a vraiment frappé quand on a vu cette question-là, de se dire mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on aimerait enlever, détruire carrément l'existence du tramway, alors que aujourd'hui on est plus là-dessus sur lui faire reprendre une place dans la ville, quoi. Absolument, vous avez tout à fait raison. On aurait pu imaginer ce que je trouve intéressant, c'est quand on voit une séquence comme ça d'histoire qui date d'il y a presque un siècle maintenant, pas tout à fait, mais presque. On se dit, mais en fait, si l'histoire du progrès, si ça s'était passé autrement, si on avait progressé, et après je vais vous faire un lien avec une autre séquence qu'on va pas regarder, mais dont je vous parlerai. Si on avait décidé si on s'était collectivement entendu pour que le progrès se passe différemment, on aurait continué à développer des transports publics collectifs, éventuellement encore plus d'un type peu polluant, ou en tout cas c'est toujours un peu polluant un transport. Il y a de l'énergie qui est dépensée, donc il faut qu'elle vienne de quelque part et il faut qu'elle soit produite quand même. Mais bon, néanmoins, il y a quand même plus ou moins polluant. Une voiture individuelle avec une personne dedans sur un périphérique, c'est moins polluant, c'est beaucoup plus polluant qu'un tram, je sais pas, à la périphérie de Paris, ou je sais pas si vous avez des trams à Rouen, mais je crois pas. Mais si, il y en a. Bon. Donc en tout cas, je trouve intéressant, c'est de se dire, au fond, l'histoire du progrès aurait pu être différente. On aurait pu ne pas avoir ces lobbyistes de l'automobile qui décident qu'il faut installer de manière autoritaire l'automobile dans la ville, alors que la ville n'était même pas faite pour ça. Prenez Paris ou l'extrême centre de Rouen, c'est pas du tout pensé pour l'automobile. C'est un problème. On a des problèmes de place, de stationnement, c'est trop individualisé, etc., etc. Donc on aurait pu se dire, oui, en fait, l'histoire aurait pu être différente si on avait continué à développer des transports publics, des transports de groupe, de moins en moins polluants, de plus en plus propres, etc. On aurait pu complètement écrire l'histoire différemment. Donc, et aujourd'hui, on est d'une certaine manière effectivement dans une sorte de... On a l'impression qu'on met un siècle à prendre conscience que cette histoire de la production d'automobiles et de la voiture individuelle, c'est pas du tout adapté à nos modes de vie et à la ville.
et on en est tous aujourd'hui parfaitement conscients. Alors bien sûr, une voiture, ça peut être pratique pour autre chose, pour plein de choses précises, à la campagne, ça peut être nécessaire, etc. Mais, donc, en tout cas, voilà, c'est d'une certaine manière, il y a quelque chose qui raconte un peu l'absurdité du progrès et surtout les intérêts, la manière dont le progrès s'est développé sur des intérêts privés, plutôt que sur des intérêts publics. Dans une logique de profit. Dans une logique de profit. Et tu voulais évoquer, j'imagine, l'énergie Oui, solaire. je voulais évoquer l'énergie solaire, mais je ne sais plus si c'est dans la séquence. Si, c'est dans la séquence, donc on en parlera. De la séquence qui arrive. Eh bien, super, très bien. Passons à ce deuxième extrait. De déconcentrer. Le milieu du XXe siècle marque le début de ce que les penseurs de l'Anthropocène nomment la grande accélération. C'est un point de bascule pour la planète, un changement de régime d'existence de la Terre. C'est l'aube de l'ère nucléaire, c'est l'époque du pétrole peu cher, du plastique omniprésent, de l'amiante, du béton qui coule en masse, de centaines de milliers de nouvelles molécules chimiques et de biocides. C'est un point de bascule pour la déforestation, le climat, l'acidité et l'épuisement des océans. C'est enfin le début de la consommation de masse qui s'étendra bientôt à des millions, puis à des milliards de personnes. Après-guerre, l'Américain moyen ne rêve pas d'extractivisme par le nucléaire ou de nouveaux canaux commerciaux. Les familles aspirent à autre chose. Today, however, Americans look forward to our return to peaceful things. La guerre a été un sacrifice pour chacun. L'enjeu est maintenant de se construire une vie paisible. Mais dans l'Amérique de l'après-guerre, la pénurie de logements est immense. Et pour cause. Pendant le conflit, tous les programmes de construction ont été gelés. La priorité était à l'industrie de l'armement. Aux abords de Chicago, de Los Angeles, de New York, partout sur le territoire, des familles des vétérans sont logées dans les bus, les caravanes ou dans des campements de fortune. Il faut que quelque chose se passe. Et un promoteur, qui lui aussi revient du front, va devenir l'homme providentiel. William Leavitt a passé 4 années dans une unité du génie chargée de construire et d'aménager les installations militaires sur les théâtres d'opération. Il y a découvert la fabrication en série, adoptée par l'armée américaine pour édifier au plus vite, à partir d'éléments préfabriqués et faciles à assembler, ses bases de vie et ses bases logistiques. C'est ainsi qu'au retour de la guerre, William Leavitt va concevoir et mettre en œuvre un nouveau système pour bâtir. The idea that came to a man named Bill Leavitt was this. Why not apply to the building of houses the same principles that have brought other American industries to their unexcelled peaks of efficiency and service? Why not mass produce the elements that go to make up a house, just as the auto industry does with the parts that go into a new car? Pre-cut your lumber so it's all ready to be assembled into the frame of a house. With the waste removed, one truck can deliver to the building site all the rough lumber that will go into 2 complete Leavitt homes. Leavitt achète un terrain agricole de 405 hectares sur Long Island, à quelques kilomètres de Manhattan.
Le chantier est organisé en 26 étapes, mobilisant chacune une équipe d'ouvriers. Les équipes se succèdent sur chaque unité à 18,28 mètres les unes des autres. Chaque équipe est à sa tâche pour l'édification des murs, la construction de la charpente, la pose des portes et des fenêtres, des escaliers, des éclairages, des tringles à rideaux. Les maisons sont identiques. Les familles vont bientôt y vivre un bonheur tranquille, confortable et standardisé. À Long Island, l'entreprise Levitt & Sons érige 17 000 maisons en 2 ans. Un record. Levitt était un précurseur, un homme au flair formidable. La performance donne naissance à un nouveau modèle de ville, des lotissements périurbains structurés autour de voies de circulation, les bien nommés Levitt Towns. Yes, this is it, my hometown. Pour encourager l'accès au logement, l'État met en place un système de garantie des prêts immobiliers. L'accès au crédit explose. Les prêts à 30 ans rendent accessible le rêve périurbain pour moins de $60 par mois, soit 3 jours de salaire d'un ouvrier. Soudainement, pour des millions d'Américains, acheter en banlieue devient moins cher que de louer en ville. Mais dans ce moment de l'histoire, l'Amérique et avec elle le reste du monde ratent l'occasion d'un développement technique qui aujourd'hui semblerait tellement vertueux. Pendant la guerre, le gouvernement américain a largement financé des programmes de recherche sur les maisons solaires. Pourquoi ? Parce qu'il fallait réduire la consommation intérieure de pétrole pour maximiser la part envoyée au front. En 1948, Maria Telkes, une brillante biophysicienne du MIT, met au point une maison solaire autosuffisante à 75%. Des dizaines d'autres universités travaillent à leurs propres projets. De petites compagnies développent et vendent des centaines de milliers de chauffe-eau solaires. En Floride, au début des années 50, 80% des habitations sont équipées. Pour de nombreux architectes, journalistes ou personnalités de l'époque, le solaire devient une sorte d'idéal. À ce moment-là de l'histoire, le solaire semble se préparer un avenir radieux. C'était il y a plus de 60 ans. C'est l'aberration de l'électricité produite au charbon qui va pourtant s'imposer. Les fournisseurs d'électricité et les grandes entreprises d'équipements électriques comme General Electric ou Westinghouse, soutenus par les producteurs de charbon et les compagnies ferroviaires qui le transportent, n'ont aucun intérêt à ce que le solaire s'impose. Ils vont donc organiser et financer ensemble des campagnes marketing nombreuses et efficaces. I never realized there were so many electric servants myself. There are lots of them. And one at a time or all together, they make quite a difference in the way we live. That's why every housewife wants them. The latest models with the newest improvements. Because she knows that you really begin to live when you live better. Electronic. You can make your family's life much brighter. You will find your work much lighter. It's as easy as can be to live better electrically. You can have... Il ne s'agit plus seulement de chauffer les maisons, il faut aussi être capable de les refroidir. Le climatiseur fait son apparition. La promesse de la maison électrique invite à un confort nouveau. Les industriels de l'électricité se vendent en inventeurs du futur et se rapprochent de Levitt et de ses amis. You can have your cake and you can eat it. Make life sweet, it's hard to beat it.
What a thrill to be so free when you live electrically. Pour que le chauffage, la climatisation et le tout électrique deviennent la norme, les grands fournisseurs et équipementiers de l'électricité concluent des deals avec les promoteurs pour équiper leurs lotissements en imposant aux acheteurs le raccordement à leur réseau électrique. Les industriels de l'électricité et du bâtiment signent ainsi la mise à mort du développement de l'énergie solaire. La grande accélération qui fait définitivement basculer le monde dans l'Anthropocène ne s'explique pas seulement par la croissance démographique, l'incroyable dynamisme des sciences, des techniques et le talent des grandes entreprises à vendre leurs produits. Donc, l'énergie solaire. L'énergie solaire. Ou William Leavitt, qu'on découvre aussi voilà. dans l'extrait. Non, mais c'est déjà incroyable de voir cette Mariette Elkes qui crée une maison solaire, ouais. Voilà, autonome à 75% en 1948. On imagine que si à l'époque les programmes solaires avaient continué activement, on serait allé beaucoup plus loin et peut-être qu'on aurait abandonné on aurait en tout cas réduit énormément notre un de nos ennemis principaux aujourd'hui, qui est le charbon pour la production électrique, quand même, qui est à l'échelle mondiale encore une énorme problématique. Donc, et on voit bien aussi là comment ça s'est passé de la même manière, c'est-à-dire que bon, il y a ces constructions de maisons et cette idée qu'on va inventer une manière de construire des maisons comme on produit à la chaîne dans les usines Ford, dans les usines de l'automobile, etc. C'est-à-dire appliquer les méthodes de l'automobile et des usines à la chaîne à l'immobilier pour pouvoir construire des maisons en Mars. Ça, c'est intéressant parce que ça va effectivement se déployer ces grandes périurbains. Le périurbain, ça veut dire quoi? Vous connaissez pas ça par cœur, j'imagine, en tant qu'étudiant en architecture. Le périurbain, c'est l'étalement urbain principalement, et donc c'est la mobilisation de grandes surfaces sur les sols et d'artificialisation des sols. Mais ça va avec, à l'époque, également toute la culture de l'automobile toujours, puisque l'idée, c'est qu'avec le périurbain, on va installer les centres commerciaux qui vont avec, qui sont les centres commerciaux qui sont placés justement entre la ville, entre le centre-ville et le périurbain, pour qu'ils soient accessibles à la fois aux gens de la ville, à la fois aux gens du périurbain, avec des immenses parkings, qui est la base même de l'organisation du centre commercial. Ça veut dire que ça va développer la production de masse, etc., etc., etc. Donc on est encore là dans une espèce de course en avant du progrès, qui est une course en avant du progrès qui a toujours un seul et même objectif, qui est de construire la société sur une augmentation continue de la consommation pour que le système économique fonctionne. Ce qui est assez intéressant sur la question du solaire, c'est qu'effectivement, en même temps, il y a eu pendant la guerre cette recherche sur le solaire, parce qu'on consommait tellement de pétrole pendant la guerre. Le militaire de la Seconde Guerre mondiale, il est 228 fois plus énergivore en pétrole que le militaire de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que on consomme 228 fois plus de pétrole pour un homme dans les troupes américaines, dans les troupes de la Seconde Guerre mondiale, que pour un homme dans les troupes de la Première Guerre mondiale. C'est dire si le pétrole a pris une place à travers les machines, les machins, les chars, les avions, l'ensemble de l'infrastructure militaire. Donc on a un énorme besoin de pétrole mobilisé pour la guerre, et donc c'est pour ça qu'on développe le solaire. On va redévelopper le solaire, il va y avoir de nouveau une période pour le solaire dans les années 70. Oui. Voilà. Sous l'effet des crises pétrolières. En 73 et en 78, il y a deux grandes crises pétrolières qui vont faire qu'il va y avoir des programmes qui vont être relancés sur le développement du solaire. Le développement du solaire qui s'était quasi arrêté dans les années 50, parce que ce qui s'est passé avec le périurbain, et ça c'est vraiment intéressant, c'est que là on le dit un peu rapidement, mais les producteurs d'électricité se sont dit comment on fait pour pas que ce soit le solaire qui s'impose, pour que les gens n'installent pas des systèmes solaires, des chauffe-eau solaires par exemple, comme il en existait plein en Floride déjà à l'époque, 80% des maisons, des choses comme ça. Donc ils se sont dit en fait il faut que si on passe un deal avec le promoteur et que la maison elle est achetée avec le compteur et avec un contrat
obligatoire, comme vos contrats de téléphone portable. Vous prenez un contrat de 2 ans, vous êtes coincé chez je sais pas qui, je sais pas quel opérateur, moyennant votre téléphone portable gratuit. Voilà. C'est exactement le même principe, mais dans les années 50 et appliqué à l'électricité. Vous achetez votre maison, vous avez le compteur avec et vous n'allez pas changer de compteur parce que vous n'avez pas le droit pendant un certain temps de changer de compteur. Et donc ça, c'est l'électricité produite au charbon. Ça va servir toute la chaîne de production qui produit charbon, les transports, donc l'extraction, le transport, l'acheminement jusqu'au compteur, donc les réseaux, et puis ensuite le fournisseur lui-même d'électricité. Donc c'est pas là de la même manière. On aurait pu imaginer une histoire du progrès différente. On aurait pu imaginer que dès les années 40, puisque c'était déjà quand même, on arrivait déjà à des résultats quand même sérieusement intéressants, que le solaire se développe et qu'on soit maintenant dans un moment de l'histoire. On parle il y a 5, 7, 8, 80 ans. 70, 80 ans. Imaginez les pas de géant qu'on aurait pu faire bien avant que ce soit que notre problème de CO2 et de particules fines soit devenu le problème qu'on a aujourd'hui de réchauffement climatique, qui est une problématique gigantesque. Donc voilà, donc c'était pour dire encore une fois là que c'est l'histoire du progrès et l'anthropocène, la trace qu'on laisse, c'est quand même une histoire de responsabilité. C'est pas une histoire, c'est pas un progrès qui s'est fait comme ça, un peu à l'aveugle, une sorte d'improvisation collective, pas du tout. Je veux dire, c'est une histoire. Il y a des responsabilités. Et moi, ce que j'ai voulu faire dans le film, c'est mettre, d'une certaine manière, le doigt sur les responsabilités qui me semblent être nécessaires à comprendre aujourd'hui pour regarder la manière dont notre monde d'aujourd'hui fonctionne et comment on peut continuer à essayer de le regarder avec un esprit critique. On aimerait bien que vous réagissiez de nouveau sur cet extrait. Et surtout que vous nous disiez, ah bah super, quelle est votre lecture comme ça quand on voit effectivement comment le progrès peut avoir un impact. Bonsoir. Ce qui était intéressant dans l'extrait là, j'ai trouvé, c'était que c'était vachement fou de voir à quel point la guerre, en fait, à chaque fois, ça nous fait avancer, alors que c'est pas le but de la guerre au départ, mais au final, dans les avancées technologiques et tout, ça a fait avancer l'homme, mais après du coup la réponse c'est on est freiné par le capitalisme qui empêche un peu ça. Enfin, c'est un peu ça ce que j'en ai compris, c'est que les promoteurs etc, parce que ça leur ferait perdre de l'argent, ils vont freiner les potentielles avancées qui pourraient être bénéfiques au final pour le bien de la planète quoi. Mais alors là, le solaire, c'est vous avez raison, hein, c'est très intéressant. Effectivement, la guerre, à chaque fois la guerre, c'est des investissements. C'est beaucoup d'argent des États mis sur la table qui sont de l'argent investi, éventuellement à perte au départ, pendant la guerre, pour financer l'effort de guerre. Dans toute l'histoire, dans toutes les grandes guerres, en tout cas les guerres du XXe siècle, du siècle des guerres, ça a toujours été le cas. Le développement des chars dans la Première Guerre mondiale, je ne sais pas si vous avez vu tout le film là, mais voilà, on en parle, etc. C'est-à-dire chaque fois la guerre, mais à chaque fois que la guerre demande d'énormes investissements dans les technologies. La question après, c'est comment on rentabilise les dépenses qui ont été faites sur ces technologies. Donc le fameux gaz moutarde de la Première Guerre mondiale, on les a utilisés, on les a transformés en pesticides ensuite pour traiter les insectes dans les champs. Les chars de la Première Guerre mondiale, on les a transformés en abatteuses, en grumiers, en machines pour qui vont permettre d'augmenter la déforestation. Le nylon qui est inventé par Dupont de Nemours pour la Seconde Guerre mondiale, pour les filets de parachute, vont être utilisés ensuite pour développer les filets de pêche industriels qui vont permettre l'exploitation de la pêche industrielle. Les radars qui vont être de la Seconde Guerre mondiale vont également être utilisés dans l'industrie de la pêche après pour avoir des pêches plus efficaces parce que ça va permettre de repérer les bancs de poissons. Donc on voit que chaque fois que dans ce siècle, en tout cas dans cet siècle extraordinairement puissant d'inventivité, de création, etc., ce qui revient quand même tout le temps, et c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui avez dit le mot capitalisme, mais ce qui revient tout le temps quand même à la fin, c'est comment on rentabilise tout ça, comment tout devient, toute la question est rentable, et donc ça repose systématiquement la question, ensuite, qui est la question à mon avis essentielle, c'est pas tant que
rendre rentable quelque chose éventuellement, pourquoi pas, mais ensuite c'est qui accumule le capital. Et ça, c'est la vraie grande question. Voilà. Sur le solaire, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une autre histoire que celle que je vous raconte sur les radars, le nylon et les filets de pêche, les engins à chaîne qui vont servir à la déforestation, etc. Là, sur la Seconde Guerre mondiale, effectivement, le solaire développé pendant la Seconde Guerre mondiale aurait pu être une formidable opportunité. Parce qu'on aurait pu se dire, mais en fait, on arrive à des choses extraordinaires, parce que c'est financé, etc. On arrive à des choses qui sont déjà fonctionnelles, qui sont déjà extraordinaires. Il faut absolument déployer ça. Mais les industriels n'ont pas la même idée à ce moment-là. Mais en fait, si je peux me permettre, c'est que donc c'est quand on est dans un état d'esprit de guerre où on n'a pas le choix de avancer ensemble vers des avancées comme ça technologiques, qu'on y arrive. Et peut-être que c'est si on changeait d'état d'esprit et qu'on se disait qu'on était en fait dans une situation où on n'a pas le choix d'avancer, qu'on pourrait essayer de trouver des solutions à nos problèmes climatiques, par exemple. Même actuellement. Par exemple, là, le problème, c'est qu'on sait. Ouais, ce serait une belle proposition, mais là, ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on mène une guerre contre la nature. Voilà. C'est ça l'histoire de l'époque industrielle. C'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Latour qui le dit. Donc effectivement, peut-être que dans ce siècle, ce 20e siècle, le grand siècle des guerres et ça, et peut-être même depuis le début de la révolution industrielle, il y a une guerre qu'on est en train de mener, qui est une guerre qu'on n'a pas vraiment vue en fait au départ. On s'est pas vraiment rendu compte à quel point on allait atteindre la planète et à quel point on allait rentrer dans cette période de l'Anthropocène. On ne s'est pas forcément immédiatement complètement pris conscience au tout départ éventuellement des atteintes graves à la biodiversité, etc., etc. Mais on avait quand même déjà très conscience de beaucoup de choses. Quand on a commencé à travailler sur l'amiante, au tout début de l'amiante, on l'a fait un peu de manière, sans savoir exactement les problématiques que ça allait poser. Mais très vite, les industriels ont su que l'amiante qu'ils utilisaient dans leurs usines pour les utiliser dans les matériaux de construction du bâtiment, justement, qu'en fait elle produisait des maladies et des décès d'ouvriers en masse, etc. Donc il y a au fil des 2 siècles, et que ça progressivement, je veux dire, on a vite pris conscience de ça, et c'est toujours ceux qui sont très au courant. Je veux dire, l'industrie pétrolière, elle est au courant à partir des années 50, exactement à partir de 1953, l'industrie pétrolière se réunit autour de l'American Petroleum Institute et fait dans un colloque en disant là il commence à y avoir des premières études de scientifiques qui disent que le CO2 va poser un problème sur le réchauffement climatique. Il faut qu'on regarde ça de près parce que ça va quand même éventuellement poser un problème à notre business model un jour. Et au début, ils savent pas trop. D'ailleurs, l'industrie pétrolière, ils sont dans un moment où ils se disent il faut peut-être qu'on fasse autre chose. Il y a même des déclarations de l'industrie pétrolière, des patrons d'Exxon, etc., dans les années 60-70, quand ils ne savent pas encore comment se positionner, qui font des déclarations en disant qu'il va falloir assurer des transitions énergétiques et qu'éventuellement, ça pourrait être le solaire, d'autres sources d'énergie, l'éolien, etc. Mais finalement, ils reviennent toujours à leurs premiers amours, parce que la question qui compte, c'est quand même l'accumulation du capital pour ces gens-là. Donc c'est vrai que c'est ça l'énorme problématique, c'est qu'on est dans un monde qui est entièrement construit, et c'est pour ça que le capitalocène, c'est un concept posé comme ça, il est important. C'est qu'on est dans un monde où, quand on a des choix à faire, si le choix à faire, si on peut avoir une démarche qui est une démarche environnementale, écologique, propre, de développement technique, propre, sain et pérenne, et que ça, c'est rentable, l'entreprise privée choisira cette version, c'est évident. Mais si il est plus rentable, éventuellement, de développer de la production d'objets qui sont polluants, on ira vers la solution la plus rentable. Et c'est ça l'histoire des 2 siècles qu'on vient de passer. C'est que la question, elle n'est pas sur les intérêts communs. Parce que aller vers la production d'objets manufacturés, de solutions techniques propres et qui seraient, on va dire, bénéfiques aux équilibres planétaires, ou en tout cas qui endommageraient le moins possible les équilibres planétaires,
Ce serait, au fond, développer un système qui soit plutôt tourné vers les communs, vers le collectif. Voilà, on est plutôt dans un système, depuis 200 ans, on n'est pas plutôt, on est totalement dans un système qui se déploie plutôt autour des intérêts privés. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur cet extrait ou envie de réagir? Oui, peut-être sur... Il y avait plusieurs choses sur le... En tout cas, je trouve ça bien ce que vous dites de pointer les responsabilités, parce que même là, on utilise beaucoup le on. Mais en fait, on n'est pas les mêmes quand on investit en temps de guerre. En temps de guerre, c'est souvent l'État qui investit beaucoup dans la recherche, dans l'innovation. Et le on qui gagne de l'argent derrière, c'est quelques personnes. Et c'est vrai que j'ai apprécié dans l'extrait d'avant que vous pointiez, là, on les voit presque comme dans un film de nazis, là, les gros méchants. Mais bon, en même temps, il y a des gros méchants. Enfin, ils existent, donc je trouve ça intéressant. Et sur le... Je trouvais ça intéressant de montrer aussi... Enfin, moi, je savais pas cette histoire de racheter... Enfin, le pouvoir de l'argent, quoi, en fait. Et le capital des gens qui ont été assez riches pour racheter les compagnies de tramway, leur faire faire faillite. Et ça veut dire que et ensuite, le développement de leur industrie leur fait gagner assez d'argent pour se refaire de ça, plus redevenir milliardaire et réinvestir. Enfin, c'est complètement fou. Ça veut dire qu'il y a aussi le système bancaire derrière qui est complètement aveugle, quoi. Enfin, qu'il n'y a aucune éthique dans le système monétaire qui va derrière. Et peut-être sur la guerre qui a été pointée, est-ce qu'on pourrait être en guerre? Je sais que c'est Jean-Marc Jancovici parle de ça. Il dit il faudrait être dans une économie de guerre parce qu'on devrait, comme Emmanuel Macron l'a dit quand on était en guerre contre le Covid. Et en fait, Jancovici dit il faudrait aujourd'hui être en guerre contre le réchauffement climatique. C'est bien cette économie qu'il faudrait avoir. Donc, il y a pour souligner la pertinence de cet étudiant qui a parlé d'économie de guerre pour faire face aux défis qu'on a aujourd'hui qui est urgent. Merci beaucoup. Et j'avais peut-être une question. J'étais étonnée que vous parliez beaucoup de progrès. Genre le progrès aurait pu être autrement, on aurait pu progresser autrement. Voilà, c'est peut-être un terme que finalement vous déconstruisez aussi dans le film. Mais personnellement, c'est un terme que je n'arrive plus à utiliser. Je me demandais ce que vous en pensiez, pourquoi vous l'utilisiez. Voilà. C'est une très bonne question, c'est un terme avec lequel j'ai beaucoup de mal, vous l'avez compris aussi. Je l'utilise parce qu'il est... Moi, dans le film, je vais l'utiliser, ou là même en discutant avec vous, je vais l'utiliser parce qu'il est... Il parle à tout le monde. Et que pour le déconstruire, justement, j'ai besoin de l'utiliser parce qu'il sonne aux oreilles. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression que si j'essaye de faire des ronds de jambes, des tournures, j'essaie de passer par un autre endroit, etc. En tout cas, dans un film, hein, je parle j'arriverai pas à... Moi, j'ai un problème compliqué quand je fais un film. Un film, il faut que... et moi je fais des films qui sont des films sérieux, on va dire, c'est pas du divertissement ce que je fais, et pourtant mon objectif c'est quand même que ce film-là, il soit regardé, il soit vu, pas parce que je gagne plus d'argent quand il est vu, je n'en gagne pas plus, c'est de la télévision publique, donc pour moi ça change pas grand-chose, ou rien du tout même, s'il est vu par 500 000 personnes ou s'il est vu par 3 millions de personnes, mais mon intérêt c'est d'aller chercher 3 millions de personnes ou 4 millions de personnes avec un film comme ça. Ce film il a été vu par environ, je pense, 4 millions de personnes depuis qu'il est, donc ça commence à être correct, ça change pas le monde. Et donc je trouve que c'est intéressant d'utiliser des termes qui sont les termes communs, habituels justement, auxquels on a l'habitude de faire référence, qu'on a l'habitude d'utiliser, justement pour les déconstruire. Donc c'est pour ça que j'en parle de ce film-là comme une autre histoire du progrès, quoi. Un autre progrès aurait-il été possible. Mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, si on regarde le progrès en face, on peut en avoir et moi personnellement, je vous le cache pas, j'en ai une vision assez noire, et même le concept lui-même de progrès m'intéresse plus tellement. De quel progrès parle-t-on? Du progrès technologique? Qu'est-ce que c'est que le progrès? Effectivement, c'est une immense question philosophique, mais c'était pas l'objet de ce film en soi, le progrès. Enfin, le progrès, qu'est-ce que c'est que le progrès? Je pouvais pas, parce que le progrès, on n'est pas forcément sûr. Là, on parle du progrès technologique, effectivement. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce que vous en avez d'autres? Oui, ouais. Super. Le micro arrive.
Bonsoir, merci beaucoup en tout cas pour cet événement, c'est vraiment top. Moi, il y avait peut-être une remarque et ensuite une question. La première chose, une observation, c'est le rôle des acteurs de la construction dans ce passage-là et les promoteurs. Le fait que en fait ils jouent un rôle essentiel dans cette question de Kapila Hussein. Et je pense que c'est vraiment un point qui paraît vraiment intéressant. Ils sont un peu là comme en second derrière les acteurs majeurs qui détiennent les capitaux. Donc bon, voilà, c'est le point que je trouvais passionnant. Et par contre, la question que je me pose, j'ai pas vu le film, je m'en excuse, j'aimerais bien aller le voir. Mais je me demandais, là, en fait, dans ces 2 extraits qu'on a vus, on est aussi en pleine période ségrégationniste aux États-Unis. Et on sait que, c'est des périodes qui ont servi le capital, qui ont servi la guerre aussi derrière. Donc voilà, je voulais savoir si, alors peut-être qu'il y a un passage dans le film qui en parle un peu, sinon, quel est un peu votre point de vue sur le sujet? Le film, il commence surtout. Alors, la première partie du film, elle est pas très longue, mais elle est sur vraiment le début de l'exploitation du charbon et les usines de Manchester et les filatures anglaises. Et l'invention du processus de la coke qui permet de faire avancer, de travailler sur les fonderies, de construire des machines plus importantes, de faire tourner les usines, les machines à vapeur, etc. Et donc, la base de départ du moteur de la révolution industrielle, il ne faut pas l'oublier, c'est l'esclavage quand même. C'est que ça commence comme ça. Sans la production de coton aux États-Unis, par les travailleurs, par les esclaves noirs dans les champs de coton américains, il n'y a pas de révolution industrielle en Europe et à Manchester. Il n'y a pas les filatures, et il n'y a pas tout ce qui se passe en Europe au XIXe siècle. En tout cas, c'est entièrement assis sur la force de travail, sur l'esclavage. Ça, c'est la première chose. Après, la suite de l'histoire, j'en parle effectivement pas beaucoup sur la ségrégation aux États-Unis. C'est pas un sujet parce que j'avais déjà tellement de choses à faire. Mais je veux dire, on aurait pu, dans cette histoire, sur le travail, effectivement, les ouvriers, qui sont ceux qui travaillent, de quelle classe sociale sont-ils, de quelle communauté à l'origine, etc. Je veux dire, on pourrait regarder partout, et on pourrait même le regarder dans les images d'archives. Et on trouverait évidemment les populations, aux postes les plus subalternes et les plus exploités, les populations les plus fragiles économiquement, qui sont en partie aux États-Unis, mais ailleurs en Europe, c'est d'autres types de populations, mais en tout cas aux États-Unis et nord-américains. On va peut-être continuer. Et l'idée, c'était sur le travail. Voilà. C'est ça qu'elle veut. Je rebondis. Merci beaucoup, parce que c'était un souhait effectivement de Karima d'évoquer, de faire un lien en tout cas entre la crise écologique et le travail, et de parler aussi du film, de l'autre film de Jean Robert, la série documentaire La mise à mort du travail. Voilà, c'est ça. Et en fait, je vais prendre un autre exemple. Comme ça. Un autre exemple, inspiré par ce que tu viens de dire, Héloïse, et Clovis, et ainsi que, d'une certaine manière aussi, un livre que j'avais recommandé à Elsa, qui s'appelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes allé voir, Jonathan Crary? Ouais. Et en fait, il commence comme ça, donc ça sera une anecdote qui peut-être réussira à articuler l'un et l'autre. L'anecdote, c'est la suivante. On a fait, dans le cadre d'une recherche militaire, des recherches sur un oiseau migrateur qui a comme particularité de passer plusieurs jours comme ça sans dormir. Et c'est le... J'ai noté, je suis pas sûre, à gorge blanche. Ça m'est revenu, mais je suis pas sûre. Et ça a beaucoup inspiré la recherche pour pouvoir réfléchir à l'appliquer sur les corps militaires, parce qu'effectivement, on aurait besoin de sentinelles insomniaques pour devoir de guerre, devoir de défense, parce qu'après tout, c'est légitime, n'est-ce pas? Il faut se défendre dans le cadre de la guerre. Mais cette recherche-là, elle a aussi comme conséquence qu'elle va s'adresser aussi au monde de la production, c'est-à-dire aux travailleurs et aux travailleuses qui produisent, et quel serait le monde, le monde capitaliste, si on pouvait se passer de ces nuits de sommeil qui, quand même, enlèvent aux capitalistes une grande part de son revenu. Et le dernier recours, donc ça c'est ce qui inspire Jonathan Crary, le troisième acteur de ça, après le militaire, après le producteur, le travailleur, la travailleuse, c'est en fin de cycle le consommateur, c'est-à-dire le citoyen consommateur qui va arpenter l'espace public, habiter, vivre, s'organiser, se divertir
à partir de cette espèce d'insomnie, d'éveil continu. C'est Perret qui parle de dormir sa vie d'un sommeil sans rêve, et ce serait presque ça. Alors, cette articulation, je la pose. Là, ici, on a les étudiants de 3e année qui ont étudié la question du capitalocène, à partir de votre documentaire très riche, très illustré. Effectivement, la mise en ordre a été salvatrice, parce que beaucoup plus simple d'aborder ces questions-là sous un axe historique que celui qu'a choisi les deux chercheurs en question. Mais dans votre autre travail, donc l'autre carte mentale qui était affichée tout à l'heure, en 3 parties, la mise à mort du travail. Là, c'est la majorité des étudiants qui sont là aujourd'hui et des étudiantes qui ont exploré la question du travail, du genre et de la classe sociale. Donc, classe sociale est entendue, bien sûr, comme une des formes de... c'est ces 3 aspects-là, en fait, mis conjointement, qui abordaient aussi la question des subalternes, des minorités. Les femmes ne sont pas minoritaires, mais elles sont considérées comme des subalternes. Les migrants, les immigrés, les enfants d'immigrés, les enfants de la colonisation ou de l'esclavage en sont aussi, et sont porteurs aussi de cette charge de travail qui leur incombe, qu'on va naturaliser. Et dans l'extrait que nous on a choisi, on s'est intéressé à la partie qui portait sur la destruction. Et notamment, ce qui a beaucoup intéressé les étudiants, c'est la question de la souffrance au travail. Et il y avait 2 aspects qui étaient tout à fait passionnants. C'est d'abord celui qui révélait plutôt des classes prolétaires, racisées, prolétaires, femmes, que sont les caissières. Et puis l'autre extrait qu'on a vu tout à l'heure, des classes plutôt supérieures, plus de la défense, les classes financières, qui tout à coup veulent se mobiliser en syndicats, et finalement à qui on explique que non, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vas pas te défendre tes intérêts, reste à ta place. Donc dans les 2 cas, il y a une injonction à rester à sa place. C'est tout à fait écho aussi à ce qu'on appelle, ce qu'on demande aux femmes assez régulièrement. Et donc voilà, là maintenant ma transition est faite. On bascule du côté peut-être de la question du travail, puisque pour moi elles sont intimement liées. Travail et crise environnementale sont essentiellement liées, aussi parce que les femmes ou les travailleuses en général sont impliquées, mais sont en quelque sorte impliquées consentantes. Elles sont impliquées, elles sont exploitées, mais elles sont impliquées. Et ça, vous le montrez très bien dans ce documentaire. Et elles sont aussi impliquées dans la sphère domestique, puisque incombe aussi sur leurs épaules l'injonction à l'écologie individuelle, donc dépolitisée, c'est-à-dire le tri sélectif, c'est-à-dire acheter bio, coton bio, etc. Mais c'est une charge mentale en fait qui pèse essentiellement sur les femmes. Alors, est-ce que vous avez... Et voilà, je finirai là-dessus peut-être. Il y a une phrase qui a un peu traversé mes 2 enseignements, et qui est celle d'un auteur qui a aussi fait l'objet d'une transposition au cinéma, comme pour votre travail avec Fressoz et Paloché. Et Bonneuil, je confonds toujours Loché et Bonneuil. C'est donc Sven Lindqvist, dont le livre a été adapté dans un documentaire sublime qui s'appelle I Am Not a Negro, qui est magnifique, et dans lequel il dit ce ne sont pas les informations qui nous manquent, ce qui nous manque, c'est le courage d'en tirer les conséquences. Et donc voilà, je voulais savoir ce que vous évoquez, cette phrase, et voilà, comment vous la recevez dans votre travail de documentariste. On va laisser Jean-Robert répondre. Mais en tout cas, le lien... Je vais juste répondre en 2 temps. Alors, sur le travail, je voulais rajouter un truc sur le travail. Vous nous avez fait une très belle démonstration qui redescend jusqu'au consommateur tout à l'heure, en citant 2 auteurs dont je n'ai pas retenu les noms à l'instant. Mais je voudrais quand même ajouter la dernière marche à ce continuum, qui est le travail du consommateur. Parce que le travail du consommateur, donc là, pour le coup, je cite une sociologue qui s'appelle Marianne Dujarrier, qui est vachement intéressante, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la mise à mort du travail d'ailleurs, qui explique que dans son suprême organisation et dans sa suprême recherche de rentabilité continue, le capitalisme avait besoin, après avoir tendu le monde du travail jusqu'à l'extrême, au point où on a, dans le monde du travail, on l'a vu, de plus en plus de problèmes de souffrance au travail, de burn-out, de troubles musculo-squelettiques, de décrochage, enfin toutes sortes de choses, de perte de sens également, etc. Donc ça, on l'a vu au cours de, on va dire, à partir des années 80, 90, 2000, etc. On est rentré dans un moment où le travail est devenu de plus en plus tendu, et alors en plus, de plus en plus tendu chez les plus fragiles, c'est chez les plus
pauvres, chez les plus prolétaires, puisque, par exemple, on a inventé dans le travail à la chaîne, dans les usines, le multipostage. On retire tous les pas. On le voit dans un des films que j'ai fait. Là, on se dit, voilà, si les gens se déplacent, c'est du perte de temps. Donc, pendant que l'ouvrier se déplace d'un endroit à un autre pour aller chercher une pièce, c'est du temps perdu sur la production. Donc, comment on peut faire pour gagner 3 pas là, 3 pas là, 3 pas là, 3 pas là, jusqu'à faire des ouvriers des Usain Bolt en puissance. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus un seul moment de repos et jusqu'à avoir des gens maintenant qui ont dans les usines 3 postes, un poste là, un poste là, un poste là, pour que la cadence ne s'arrête jamais, etc. Donc avec ce que ça produit, voilà. On peut le déployer, ça, ces démonstrations sur la souffrance au travail et sur les problématiques du travail sur toute la chaîne, effectivement, avec les plus fragiles, c'est-à-dire les plus pauvres, les femmes, etc., qui sont ceux qui vont prendre le plus cher. Mais donc, tout ça redescend jusqu'au consommateur, etc. Mais le capitalisme s'est posé une question à partir des années, on va dire, dans les années courantes des années 2000, 2010, assez récemment, dans les 15 dernières années, et a réfléchi, à travailler à comment faire, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus tirer sur la corde. Il y a un moment où on ne peut plus tirer sur la corde, entre guillemets, du travail de ceux qui bossent. C'est plus possible, sinon ça casse. Voilà. Donc, je ne parle pas d'ailleurs, par exemple, chez les cadres, qui sont aussi maintenant victimes d'énormes souffrances, etc., des problématiques de drogue, de cocaïne, etc., de drogue, de booster pour tenir, etc. Mais comment faire pour gagner encore éventuellement de la rentabilité quelque part. Et là, on a inventé un concept génial qui est le travail du consommateur. C'est-à-dire qu'on a commencé à nous dire, mais oui, mais alors, c'est vachement bien, vous allez voir, on va vous fabriquer des machines géniales, vous allez devoir faire imprimer, vous allez plus, quand vous allez aller à l'aéroport, on va plus vous mettre d'hôtesse, vous allez être obligé d'imprimer votre truc pour embarquer votre valise, là, le ticket qui s'accroche à la valise. On va dans les magasins, dans les supermarchés, Intermarchés, chez Auchan, etc. On va inventer les caisses automatiques, ça va vous faire gagner du temps, etc., etc. Mais en fait, ça permet surtout de se débarrasser de salariés en plus qui sont des salariés précaires, la plupart du temps, d'en avoir encore moins de gens qui travaillent, et surtout de faire travailler le consommateur à son propre achat. Vous comprenez? Donc là, on gagne, c'est double bingo. C'est-à-dire que partout où on peut inventer une manière de faire bosser le consommateur pour qu'en plus d'être aliéné en consommant des produits que vous lui vendez et qu'il n'a pas forcément au départ désiré, mais qu'il va finir par désirer parce que tous ces produits s'imposent dans la société comme ça, et qu'en plus la société est organisée de manière à ce que vous ayez le besoin éventuellement et le désir ou le besoin réel de ce produit-là, on va vous faire travailler au propre produit que vous allez acheter. Donc, le système, l'organisation de ceux qui accumulent le capital est vraiment quand même très élaborée, et c'est très étonnant encore qu'après déjà 2 siècles de capitalisme et d'optimisation du travail qui font les dégâts que ça fait, les dégâts écologiques autant que les dégâts humains, on en arrive là. Ça, c'était la première réponse. La deuxième partie de la réponse, il faut que je m'y retrouve. Ce que j'ai fait. Ah voilà. Ce ne sont pas les informations. Alors là, je vais un peu botter en touche, mais pas complètement, parce que c'est une immense question intéressante. Là, je travaille sur un nouveau film qui n'a pas encore de titre, et j'ai commencé à me dire, mais qui est une continuité de L'Homme a mangé la terre. Et au fond, une continuité de tout mon travail, puisque la mise à mort du travail, l'homme a mangé la terre, tout ça, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le monde l'économie dans lequel j'ai vécu moi, le capitalisme dérégulé, depuis que je suis jeune, et de le regarder par par plusieurs angles, au fond, mais c'est une seule et même chose dont je parle toujours. Et là, je m'intéresse et je me dis, mais comment comprendre qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre qu'il y a des alertes répétées de la part des scientifiques, des sciences dures et d'autres d'ailleurs, depuis 50 ans sur les problématiques environnement et climat, que les alertes ont commencé dans les années 50, elles se sont énormément déployées dans les années 50, elles ont commencé un peu dans les labos scientifiques, dans des petits groupes, et c'était pas tout à fait des alertes. On peut pas dire que c'était des alertes, c'était des atomistes qui s'intéressaient au CO2 en se disant, mais alors là, comme ça, si le CO2 pose un problème pour le réchauffement climatique, peut-être que nous, ça va nous permettre de promouvoir le nucléaire. Parce que c'est moins producteur de CO2, le nucléaire. En tout cas, quand on brûle. Voilà. Bon, donc mais à partir des années 70, les alertes environnementales, etc., grossissent énormément.
Et comment on peut comprendre effectivement que malgré les alertes, malgré 50 ans, 70 ans d'alerte maintenant, on en est là où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment peut-on comprendre, par quel système peut-on comprendre qu'il y ait une telle réticence à faire autre chose que de la destruction de la planète et de l'exploitation de l'humain par l'humain ? C'est quand même étrange. C'est vrai qu'on peut se dire, c'est étrange. Quel est le processus ? Donc moi, j'ai décidé de faire un film là, sur la question, je prends un petit angle, sur la question du climat, en me disant, voilà, il y a des alertes climatiques depuis les années 70, à partir des années 80, on sait très très bien, on sait à peu près tout. On est sur les mêmes modèles aujourd'hui, le degré de réchauffement à venir, le problème de la montée des eaux, les populations, et là ça fait un lien avec effectivement les populations qui vont être les premières victimes, qui ont pour le coup pas du tout pollué, qui sont des populations déjà en plus économiquement fragiles, à l'échelle mondiale, donc justice sociale, justice climatique, qui sont deux choses qui vont absolument et strictement ensemble, qui sont corrélées jusqu'au bout du bout de ce qu'on peut imaginer. Donc, voilà, donc je travaille sur ce film, essayer de comprendre. Et d'une certaine manière, ce film, je pense qu'il ne répondra pas formidablement encore à cette question qui est large, mais il essaye de répondre à cette question. Pourquoi on parle de ces questions climat et environnement depuis les années 70 et pourquoi on n'y arrive pas ? Qu'est-ce qui fait ? Quels sont les processus historiques ? Comment comprendre quelles sont les réticences du système économique, quels sont les intérêts privés qui empêchent quelque chose, est-ce qu'il y a une question de manque de courage politique, est-ce qu'on est englué dans des systèmes techniques dont on n'arrive pas à sortir tellement ils sont devenus massifs et gigantesques, basés sur évidemment les hydrocarbures et les énergies fossiles, et au croisement de tout ça, voilà, comment expliquer qu'il est extrêmement difficile de passer à l'action et d'avoir de s'engager dans la construction d'un monde plus vertueux. Voilà. Moi, j'ai pas beaucoup de solutions. Je me pose la même question. Voilà. Si j'étais, Premier ministre en France, par exemple, je me dirais que ce dont on a besoin, c'est de milliers de ZAD partout. Voilà. C'est-à-dire qu'on aurait même besoin d'expérimentation sociale. C'est-à-dire qu'on aurait besoin d'encourager justement toutes les expérimentations sociales qui diffèrent, qui sont disruptives par rapport au système dans lequel on est, et qu'on aurait besoin éventuellement même d'encourager ça pour créer des boîtes à idées. Le capitalisme a fait ça très bien de créer des boîtes à idées. Le taylorisme, par exemple, a inventé la boîte à idées. Le taylorisme s'est dit, pas le taylorisme, pardon, le toyotisme. Le toyotisme s'est dit, c'est génial, il faut faire, non seulement c'est compliqué parce qu'on fait travailler des ouvriers super durs, mais il faut quand même les faire adhérer au projet. Et pour les faire adhérer au projet, et en plus, les ouvriers dans les usines Toyota, ce sont les meilleurs sur le travail. C'est eux qui connaissent exactement comment fonctionne la chaîne industrielle. Donc si on veut optimiser la chaîne industrielle, il faut qu'on les trouve une solution pour leur demander ce qu'il faut faire pour optimiser la chaîne industrielle, parce qu'ils ne vont pas forcément nous le dire, ils ne vont pas forcément avoir envie d'augmenter les cadences. Donc ils se sont dit, on va faire quelque chose qui va les valoriser, on va poser des boîtes à idées, des boîtes aux lettres sur les postes de travail. Comme ça, les ouvriers vont pouvoir eux-mêmes mettre des idées pour optimiser la chaîne industrielle, etc. Éventuellement, des idées pour que ce soit plus ergonomiquement supportable, et éventuellement des idées pour augmenter la cadence, quoi. Et comme ça, le toyotisme a beaucoup. Là. Moi, je propose une boîte à idées, pas dans le sens de l'exploitation capitaliste pour l'accumulation de capital et pour les intérêts particuliers. Je pense on est dans une époque de l'histoire où on a besoin d'ouvrir toutes les boîtes à idées, et pour ça, effectivement, quand je dis des millions de ZAD, c'est un peu provocateur, mais mais des centaines, des milliers. C'est un peu l'idée quand même, c'est qu'on a besoin d'expérimentation sociale parce qu'il y a de la créativité partout dans la société à partir du moment où on la laisse se déployer. On lui laisse l'espace pour essayer de se déployer. Ok, merci beaucoup. Pour peut-être finir cette conversation et revenir à l'Anthropocène, après cette petite bifurcation, mais qui est intimement liée par le travail, c'était aussi de parler ensemble justement de ton travail encore actuel, ou comment le monde en fait se prépare aussi à la montée des eaux. Et peut-être que tu peux donner un exemple assez parlant qui est celui de Jakarta, qui est en cours, donc, et qui est lié à ce qu'on vient de se dire aussi. Exactement, c'est absolument lié. Donc là, effectivement, je travaille sur un nouveau film avec Arte, toujours, qui va être en 2 épisodes d'1 heure, et qui fait une histoire, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, une histoire des alertes, et comment expliquer que ces alertes ne sont toujours pas suivies des faits, toujours pas du tout. Voilà, 6e extinction,
crise climatique, réchauffement climatique extrême qui va s'accélérer en plus, parce qu'il faut quand même comprendre avec le réchauffement climatique, on a parlé beaucoup de la voiture là. Mais on est dans une époque, on est à un moment, en plus, pardonnez-moi, je peux faire une toute petite incise parce que je trouve quand même très intéressant. J'ai été interviewé un grand scientifique et un grand climatologue, peut-être le plus grand climatologue, un des plus grands du XXe siècle et du début du XXIe, qui s'appelle James Hansen aux États-Unis. J'ai mis 1 an et demi à ce qu'il accepte l'interview parce qu'il est pas très branché par tout ça. Il préfère les laboratoires et son travail de scientifique. C'est un grand monsieur. Et il vient de publier une nouvelle étude. Il a été un des premiers grands lanceurs d'alerte depuis les années 80. Il a 83 ans, il vient de republier un papier scientifique avec 6 autres chercheurs de Columbia. Et il a regardé de près pour la première fois vraiment ce qui se passe avec la dépollution. C'est-à-dire que depuis 2015, depuis les accords de Paris, on s'est mis d'accord en 2015 pour dépolluer le transport maritime, pour essayer de dépolluer en partie le transport maritime qui utilise des fuels lourds, des carburants lourds. Et ces carburants lourds, ils ont comme particularité, comme les pots d'échappement de voiture, mais en bien pire, de produire des particules fines grises, ce qu'on appelle des aérosols. Et ces aérosols, c'est pas du CO2, c'est autre chose. Le CO2, ça s'accumule dans l'atmosphère. Le CO2 fait quand vous avez du rayonnement solaire, le rayonnement solaire, il tape sur Terre, il est réfléchi sur Terre, et le CO2 va empêcher le rayonnement de se rééchapper dans l'atmosphère. C'est pour ça que la planète se réchauffe. Les aérosols, ça fonctionne différemment. Les aérosols, c'est des particules grises. Il y en a beaucoup, par exemple, entre Pékin et Shanghai, à cause des usines à charbon chinoises qui produisent l'électricité. En Chine, parfois, il y a un nuage de 2500 km sur 500 km de large, qui est un nuage de marronasse, comme ça vous voyez plus le solaire. Le soleil devient un disque marronasse, c'est des périodes horribles. On arrive à des concentrations de particules qui sont quasiment... qui sont, en France, qui sont 150 fois plus élevés qu'en France. C'est énorme. On arrive à des... c'est irrespirable. Ces particules fines qui sortent des bateaux, on a régulé les bateaux. Les bateaux, l'industrie du transport s'est largement mis à la page et a transformé ces carburants. Donc l'industrie des bateaux, depuis 2015, progressivement, a produit de moins en moins d'aérosols. La particularité de ces aérosols, c'est que ces aérosols venaient se stocker dans les nuages. Ce qui fait que ces aérosols, un peu comme un filtre gris devant un objectif d'appareil photo, ou devant une vitre teintée dans un bâtiment que vous construiriez, pour vous protéger du soleil, ces aérosols, d'une certaine manière, servaient nos pollutions, d'une certaine manière, nous permettaient d'avoir une toute petite atténuation de nos pollutions et du problème du réchauffement. Et le fait qu'en fait, on produisent moins de ces aérosols aujourd'hui, fait que ça s'accumule un peu moins dans l'atmosphère et que ça nous protège moins du réchauffement qu'on a produit. Donc on est dans une situation aujourd'hui où ce système, l'ensemble de ce système productiviste et économique nous envoie dans un endroit où nos pollutions nous protégeaient de nos pollutions, mais il faut qu'on se débarrasse de nos pollutions parce que nos pollutions sont un non-sens et un cul-de-sac. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est grave. Mais qu'il y a encore de l'espoir. Et j'ai complètement oublié ce que tu m'as demandé. L'exemple de Jakarta. Ah voilà. Donc là, je m'intéresse effectivement à comprendre pourquoi on n'a pas agi. Et donc je prépare ce film-là avec ces climatologues, ces gens que j'ai vus, etc., qui me racontent ça en plus pour me remonter le moral. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus et je me suis dit récemment que... Et donc on commence à parler, vous avez tous entendu parler de réchauffement climatique, de transition énergétique, etc. Et je ne sais pas si vous avez vous êtes rendu compte que dans le langage commun, un nouveau mot, et c'est vachement vrai d'ailleurs dans le bâtiment, dans l'architecture, dans l'urbanisme, vous avez commencé à entendre depuis 1 ou 2 ans un nouveau mot qui est apparu qui s'appelle qui est l'adaptation. Puisqu'on n'a pas réussi à endiguer les problématiques de réchauffement climatique, il va bien falloir qu'on s'adapte. Puisqu'on va avoir 2 degrés au bas mot, au minimum, et on aura sans doute 4 degrés à la fin du siècle. Bon. Il n'y a pas eu 4 degrés de plus depuis, ça fait 3 millions d'années. Hein. Là, on n'est plus dans les temps géologiques de l'Holocène et de l'Anthropocène, c'est beaucoup plus. Hein. Voilà. Donc, je me suis dit que je voulais aller voir un endroit où on mettait à l'œuvre, qui commençait à mettre à l'œuvre les stratégies d'adaptation. Ça va être quoi l'adaptation ? C'est quoi 2 degrés de plus avec de la montée des eaux à des endroits des pluies beaucoup plus intenses parce que plus d'évaporation, donc plus de formation nuageuse, donc plus de pluie, des
des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus courants. Ça ressemblait à quoi, ce monde-là? Alors ça va pas forcément être ici à Rouen, hein, mais ça va être au Bangladesh, au Soudan, des sécheresses, enfin bon, dans plein d'endroits du monde que vous connaissez. Et donc il y a une ville qui a décidé, il y a 2 ans, 3 ans, que la capitale, Jakarta, en Indonésie, n'était plus tenable, puisque la capitale s'enfonce de 10 cm par an. Certains quartiers s'enfoncent de 10 cm par an sous l'effet de 3 phénomènes qui disent un peu tout de l'époque dans laquelle on est. La montée des eaux d'un côté, liée au réchauffement climatique, l'augmentation des pluies liées à l'évaporation et donc au réchauffement climatique, d'une part, et puis la surpopulation de la ville, 15 millions d'habitants posés sur un terrain qui est un terrain assez meuble, qui s'est construite à la fois de manière hyper technique et hyper anarchique avec des bidonvilles, etc., et avec ces 15 millions d'habitants qui pompent de l'eau sous terre, donc qui fragilise le sol, pour boire, voilà, qui fragilise le sol. L'ensemble de ces phénomènes-là fait que la ville s'enfonce. Donc, le gouvernement à Jakarta a décidé de déplacer la capitale de Jakarta. C'est la première au monde. Voilà. Ils ont commencé il y a 3 ans à construire une nouvelle capitale qu'ils ont décidé d'installer à Bornéo, à 1500 km, dans l'autre île qui est beaucoup moins développée et qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le 2e grand poumon du monde, aussi important, quasiment aussi important que l'Amazonie, le 2e plus grand poumon du monde de captation de CO2. Forêt primaire, la fameuse forêt pour laquelle il faut éviter de manger du Nutella. La forêt des orang-outans. Donc, ils déplacent cette capitale politique. Ils ont donc construit, ils ont fait une ville haute qualité environnementale, que des bâtiments autonomes. Alors c'est déjà un peu construit, vous pouvez déjà voir les images, regardez, il y a déjà une partie des bâtiments présidentiels, etc., du gouvernement qui sont construits, les bâtiments administratifs, etc., mais tout n'est pas encore construit, il y a encore des grues, etc. Il y a déjà eu une inauguration l'été dernier, une première inauguration, et donc on construit une immense nouvelle capitale qui a à peu près, je veux dire, tout ce qu'il faut pour dire que là, franchement, l'Indonésie s'engage sur une voie tellement vertueuse, tellement formidable, tellement magnifique, de construire, de penser cette ville avec un urbanisme parfait, intégré dans la nature, avec des bâtiments complètement verdis par de la végétation dessus, etc., etc. Sauf que, qu'est-ce que ça raconte d'autre que ça? Donc ça, si on s'arrête là, c'est pas mal. On se dit, bon, bah, l'être humain a quand même une capacité extraordinaire d'adaptation. Mais qu'est-ce que ça dit d'autre? Ce que ça dit d'autre, c'est qui se déplace. C'est là, moi, la question que je me suis posée. D'abord, ils s'installent où? Qui habitait sur ces territoires? Qui on a délogé? Qui a subi les expropriations des terres, dans cette forêt, etc. Bon, première question. Deuxième question, qui sont les gens qui viennent s'installer là? Les pouvoirs économiques, entreprises, sièges sociaux, etc. Les pouvoirs administratifs, de la gestion de l'État, du pays, et puis le gouvernement. Donc, ça te dit, il y a quelque chose qui est à l'œuvre là, qui, d'une certaine manière, si on se projette, qui nous raconte une dystopie quand même assez inquiétante, c'est que les problématiques environnementales, que tout ce système dont on vient de parler, qui intègre à la fois nos pollutions, etc., et nos atteintes à l'environnement, qui atteignent les êtres humains que nous sommes et ceux qui travaillent pour ceux qui accumulent la capitale, etc., en ayant été largement exploités, on arrive à un suprême moment qui va falloir s'adapter aux pollutions que tout l'ensemble de ce système, 200 années de production industrielle et de progrès, pardon pour le mot, on produit, et que là, à Jakarta, on a un exemple, au fond, on a une sorte de futurologie qui est en train de s'écrire avec les classes dominantes qui se déplacent et qui se protègent, et les classes dominées qui vont rester, elles, à Jakarta, dans la ville qui s'enfonce. C'était pour vous filer la pêche pour le week-end. Mon idée, c'était de finir sur un truc comme ça. Alors, l'idée, c'était aussi de prendre quelques dernières questions pour terminer cet échange, si vous en avez, parce qu'on approche de l'heure de 18h. Ah oui, il y en a. Là-bas, il y a une question. Super. Qui était juste aussi une réaction qui va rejoindre les aides, mais sur le fait, le discours, encore on n'a pas réussi.
Moi, je trouve que c'est un discours, notamment pour les générations à venir, mais même moi, je veux dire, je suis la génération d'avant, mais ma vie n'est pas finie. J'espère que je vais pouvoir aussi agir. Tout n'est pas dans vos mains. Là, parfois, on entend genre, c'est à vous de jouer maintenant. Nous, on n'a pas réussi. Et donc, juste ce côté on n'a pas réussi, je le trouve assez immobilisant. On se dit, on n'a pas réussi, donc on peut rien faire. On ne sait pas comment moi je vais faire quelque chose alors que tous les autres, alors qu'on n'a pas réussi. Et moi, j'aime bien retourner la chaussette dans ces cas-là. Il y a des gens qui ont réussi, c'est ceux que vous avez pointés en fait. C'est pas que nous on n'a pas réussi, c'est que eux ils ont gagné. Et ça, je trouve que ça, en tout cas moi, ça m'aide à me mettre dans une posture justement de ZAD ou de changement, de dire, ok, en fait, on n'avait pas les moyens. Enfin, ils ont gagné, ils étaient énormes. On le voit, ils ont gagné, ils ont plus de fric que les politiques publiques. Donc en fait, il y a des gens à qui ça profite. Et c'est important, je trouve, dans nos actions, de se dire à qui profite le crime, quoi. Et pour se mobiliser, je trouve que ça aide à se dire, en fait, si je continue à scroller, à acheter ces trucs-là, qui est en train de me manipuler, à qui je donne de l'argent, et quand je vais exercer mon métier, à qui ça va profiter. Et je trouve que ça donne peut-être un peu plus envie de se dire, ok, il y a des gagnants qui ont écrit l'histoire, et en fait, c'est l'histoire un peu des perdants, quoi, de les scientifiques, tous les gens qui se mobilisent. Il y a aussi plein de paysans, je veux dire, il y a plein de gens qui disent que c'est n'importe quoi, ce monde-là, depuis des années, et qui sont pas écoutés. Et voilà, c'était juste pour dire... d'être peut-être encore ce on, moi qui me gêne, de on n'a pas réussi, et de se dire voilà, ils ont gagné, comment moi je peux agir dans un autre système en fait, parce que sans doute effectivement, d'où la ZAD en fait, on est forcément, on va pas gagner contre eux en fait. Genre, moi je suis une personne comme une autre, quand je vois plein de pubs au bout d'un moment, j'ai envie d'acheter le truc quoi. Ils ont des psychologues, ils ont tellement d'argent pour me faire acheter ce truc. Ça marche quoi. Donc on est obligé de se mettre à côté, parce que si on reste dedans, il y a des gens qui rule the world, quoi, je sais plus comment on dit, qui font les règles, quoi, et on peut pas lutter contre encore, donc c'est bien de se décaler. C'était ça. Merci. Est-ce qu'il y avait... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, c'est pas une question. Je trouvais intéressant dans le premier extrait qu'on a vu, où on voyait l'imaginaire qui était mis en place par ce système capitaliste, où c'était mieux d'avoir de l'électricité, c'était mieux d'avoir une voiture, c'est toujours mieux. Et je trouve qu'il y a un imaginaire, on parle beaucoup de raison, de rationalité, mais en fait, ça repose beaucoup sur un imaginaire. C'est-à-dire que c'est mieux d'être un individu, c'est mieux d'être soi. Et on est en plein dedans. Et qu'à un moment donné, peut-être que moi je suis pas tout à fait d'accord pour être à côté, je suis dedans. Donc c'est comment je construis un imaginaire qui est en révolte par rapport à ça, qui est peut-être pas en révolte, peut-être qui offre une utopie. Et oui, il y a une idéologie derrière, il y a une idéologie capitaliste, mais elle est maligne, elle a utilisé un imaginaire. Et donc, je pense que nous, il faut que, moi en tout cas, c'est que si j'ai envie d'un autre monde, eh bien, il faut que je construise un imaginaire. Il faut que je développe un imaginaire. Il faut que je me décale. Il faut que je fasse un pas de côté pour pouvoir inventer autrement et autre chose pour lutter à armes égales. Parce que l'imaginaire n'est pas un objectif, l'imaginaire est une conséquence. L'objectif, c'est de faire du profit. Mais pour faire le profit, on va dire aux gens, on va me dire que c'est mieux que chacun ait une voiture, que chacun ait un iPhone, on est tous là-dedans. Donc comment est-ce qu'on peut lutter ? Et ma question elle est là. Où est-ce qu'on construit un nouvel imaginaire et comment on peut le faire ? Et je pense qu'une école d'architecture, ça peut être un endroit pour ça. Exactement, merci. Il y a une question juste devant. Là, juste là. Vous avez formulé en tant que question à la fin, mais en fait, vous avez répondu à la question. Je pense que comment construire un imaginaire, c'est juste indispensable de construire un imaginaire. Effectivement, et l'imaginaire, il est propre à chacun, il est propre à des groupes, dans une ZAD ou pas dans une ZAD.
Mais ce qu'il faut, c'est se construire un imaginaire qui soit un autre imaginaire que celui qui nous est proposé. Et ça, c'est déjà le début de quelque chose. Moi, les films que je fais, ils sont noirs, mais je les fais que pour produire une colère positive. Ce qui m'intéresse, c'est d'être en colère, moi, aujourd'hui. Mon imaginaire, là, il est d'être en colère, de ne pas être d'accord avec cette vision du progrès, etc., avec leur imaginaire à eux, etc. Et je crois sentir, dans le monde dans lequel on vit, en tout cas dans le monde... pas le monde entier, c'est compliqué, le monde entier, il y a plein de pays qui n'ont pas du tout les mêmes repères culturels que nous, ou les mêmes problématiques, etc. Mais autour de moi, en tournant partout comme ça avec ces films-là, je sens, et en parlant avec plein de jeunes gens, je sens qu'il se passe quelque chose qui est justement que cet imaginaire sur lequel l'ensemble de la population occidentale, en tout cas, c'est allié, à laquelle c'est relié, à laquelle l'ensemble de la population occidentale s'est relié pendant les 200 dernières années progressivement avec un énorme effectivement pouvoir de conviction de ces pouvoirs, ça marche de moins en moins bien. Et là on le voit bien avec la crise américaine. La crise américaine est un excellent exemple d'une sorte de paroxysme, de délirium très mince qui arrive où ce système-là arrive à un paroxysme. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on a pour 4 heures. Et on va prendre une dernière question pour terminer. Merci. Moi, je voulais revenir sur votre documentaire sur la mise à mort du travail, notamment l'épisode sur la destruction. Et je voulais savoir si vous aviez étendu vos recherches aux étudiants, par exemple aux étudiants en médecine, notamment les internes, etc. Est-ce que vous aviez étudié les cas Alors, j'ai pas travaillé sur la souffrance chez les étudiants. Par contre, j'ai travaillé sur le monde étudiant, mais sur un autre sujet. J'ai fait un film qui s'appelle La marchandisation, qui s'appelle Étudiants, l'avenir à crédit, qui est un film d'1h30 que j'ai fait avec Arte aussi, voilà, et qui est un film qui regarde plutôt sur la manière dont mais ça participe aussi de ça. J'ai regardé à l'échelle mondiale, donc je suis allé en Chine, dans plusieurs pays du monde, aux États-Unis, en Suède, en Allemagne, dans plusieurs pays d'Europe, etc., pour essayer de regarder comment le monde de l'étudiant était en train de devenir un marché pour les marchands, et comment, effectivement, il y avait une idée globale de produire de la dette dans plein de pays, tous les pays anglo-saxons et tous les pays affiliés, on va dire, comment produire de la dette pour rendre les étudiants dociles.